On avait vu ça. On a fait le disque intervertébral. On s'en était arrêté à la nutrition du disque intervertébral. On a terminé sur la nutrition du disque intervertébral. Donc, on abordait le chapitre innervation, certainement. Okay. Innervation, oui. Alors, en ce qui concerne l'innervation, je retrouve simplement peut-être quelques notes. Vous avez tout, hein, aussi, c'est bon? Qu'est-ce qu'on avait fait avant? Le corps vertébral, ouais, le corps, le disque. Ok. Innervation du rachis. Alors, globalement, on dit que le disque on est sur le disque intervertébral. Ok, je sais. Normalement, on dit classiquement que le disque intervertébral, est une structure qui est avasculaire et non innervée. C'est peut-être une notion que vous avez, mais qu'il faut cependant nuancer. Vous avez ici une représentation de Bogduc. Alors c'est un auteur que, si vous tombez sur ses ouvrages ou ses publications, n'hésitez pas à le lire. En ce qui concerne le rachis, c'est une référence internationale. Vous avez ici, sur la face antérieure et latérale des corps vertébraux, hein, donc vous voyez la flèche? Ouais. Donc vous avez ici le longitudinal antérieur, et vous savez que en avant de la colonne, il existe tous les ganglions sympathiques et parasympathiques. Ça vous parle? Cette innervation innerve ces ligaments et envoie des expansions également aux structures ligamentaires, et également vous avez une branche ici qui revient vers l'arrière, hein, on le reverra un petit peu plus loin, et qui va envoyer des informations au niveau du nerf rachidien qui vont aller à la corne postérieure de la moelle et qui sont interprétées. Donc c'est toute l'innervation dite végétative, sympathique, parasympathique. Cette innervation, vous savez, c'est écrit en dessous, hein, le plexus, qui sont formés ici par les branches des rameaux communicants gris, hein, et par les branches des rameaux ventraux. Donc, on va voir que ça se continue sous la forme des nerfs sinuvertébraux. C'est important d'avoir cette image d'innervation parce que ça envoie, vous voyez, latéralement, vous avez quand même quelques fibres qui viennent sur l'annulus fibrosus, c'est-à-dire vous avez, et ces fibres-là, c'est ce qu'on appelle les terminaisons libres. Ce sont donc ces petites terminaisons libres. Elles conduisent quoi? Qu'est-ce qu'elles génèrent comme information? Qu'est-ce qu'elles transmettent? Quand on parle de terminaisons libres, ça vous fait penser à quoi? En distanciel, vous prenez la parole, hein. Vous pouvez, il n'y a aucun souci. Donc c'est les informations douloureuses, hein. C'est plutôt les informations douloureuses. Et ça veut dire que si, alors qu'on prétend que le disque intervertébral n'est pas innervé, c'est pas totalement vrai. On a quelques terminaisons libres qui se baladent sur l'annulus fibrosus. D'autre part, on dit que il est avasculaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vascularisation. On a vu que à quoi sert la vascularisation? En général, la vascularisation, elle sert à apporter de l'oxygène et les nutriments à toutes les structures. On a compris que la nutrition du disque intervertébral n'était pas liée à la vascularisation, mais au phénomène de transvasement, je ne sais pas le mot exact, de perfusion du nucleus glucosus dans les corps vertébraux, hein, où il prend les éléments nutritifs, puisqu'ils sont restitués la nuit, hein, on reprend la hauteur, puis on repère la journée, et cette différence de hauteur, cette
perfusion du nucleus pulposus, c'est ce qui suffit à alimenter régulièrement cette substance fondamentale. Donc, a priori, c'est pas vascularisé. Sauf que là aussi, c'est pas totalement exact, puisqu'on va se retrouver avec des insertions ligamentaires, aussi bien en avant, avec le longitudinal antérieur, et en arrière, avec le longitudinal postérieur. Or, un ligament, lui, par contre, est vascularisé jusqu'à ses insertions. Et donc, vous avez des micro-vaisseaux qui vont jusqu'aux insertions et qui débordent un petit peu, là aussi, sur l'annulus fibrosus, aussi bien en ce qui concerne l'innervation que la vascularisation. Quand le disque intervertébral est soumis au vieillissement, aux pressions régulièrement, donc l'âge avançant, vous avez dans cet annulus fibrosus des micro-fissures, des fissures qui se font quand vous avez des pressions qui sont faites d'une manière importante au niveau des insertions ligamentaires. Ça reste de la micro-fissure, sauf que ces micro-fissures, pour cicatriser, eh bien, l'apport va être fait par cette petite vascularisation qui existe. Et donc, vous allez avoir une néovascularisation, une néo-innervation, qui va se faire par les processus de cicatrisation de ces micro-fissures. Et donc, plus on avance un petit peu dans l'âge, que se produisent ces phénomènes de micro-fissures liés au vieillissement, eh bien, le disque va se retrouver avec un peu de vascularisation et un petit peu d'innervation. Donc ça, il faut bien en être conscient aujourd'hui. Vous avez des gens qui souffrent de lombalgie, avec des douleurs certainement d'origine discale, et ces douleurs, auparavant, on les ignorait, parce que le mécanisme de reconnaissance de la douleur était lié à l'imagerie. C'est-à-dire qu'on faisait un scanner, une IRM, il n'y avait pas de hernie discale, il semble que le disque soit intact, comme il n'y a pas d'atteinte du disque, et comme le postulat a été de dire il n'y a pas d'innervation, le disque est totalement sain, votre souffrance ne vient pas du disque intervertébral, en plus il n'y a pas de hernie, on ne voit rien du tout, ta douleur c'est un peu dans ta tête, hein, je crois. Okay. Donc on avait une systématisation un petit peu de ce type de diagnostic qui devenait un peu pénible, car on avait des gens qui souffraient réellement avec des imageries, avec des images où tout semble tout à fait normal. Aujourd'hui, ces notions nous font réfléchir autrement. Et donc, on accepte d'entendre que des gens souffrent considérablement au niveau lombaire, alors que l'imagerie paraît tout à fait normale. Okay, donc, ne pas perdre ça de vue. Ensuite, cette innervation ici, qu'est-ce qu'elle véhicule? Elle est responsable de quoi? Cette innervation sympathique, parasympathique, elle innerve quoi? Vous devriez savoir ça. Nous avons le système nerveux central, nous avons le système nerveux périphérique, et nous avons l'innervation végétative. Ça veut dire quoi? Ça innerve quoi? Les viscères. Les viscères. Ça marche. Hein, tout ce qui est viscéral. Et vous avez, alors, viscères, articulations, vous avez plein de choses qui repassent par ces fibres-là. Ce qui explique parfois que dans les lombalgies, vous avez des douleurs diffuses dans la fesse, par exemple. On va vous dire, ouais, c'est un syndrome du piriforme. Ouais, peut-être. Ou c'est une sciatique. Ah non, les tests nous montrent qu'il n'y a pas de sciatique. L'imagerie nous montre qu'il n'y a pas de hernie discale. Et vous pouvez avoir des souffrances lombaires, des lombalgies, qui pourraient très bien avoir pour origine le système viscéral, par exemple. Je ne suis pas en train de dire que toute lombalgie a pour origine un problème viscéral. Mais on comprend bien pourquoi un problème viscéral pourrait retentir sur les douleurs lombaires. Puisque cette innervation végétative basse, qui s'occupe des organes, notamment petits bassins et système digestif, ont des branches communes à cette hauteur-là. Et donc on comprend que des douleurs peuvent venir, des souffrances en regard de cette région, peuvent être interprétées comme des douleurs au niveau lombaire. Donc, qu'est-ce qu'on a? L'innervation est représentée par une vue transversale du rachis lombal. Oui. Les branches des rameaux communicants gris et les nerfs sinuvertébraux sont montrés pénétrant le disque et les ligaments longitudinaux antérieurs et postérieurs. Les branches des nerfs sinuvertébraux alimentent aussi l'aspect antérieur du sac dural et du fourreau dural. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre, hein,
pour aller à l'encontre de l'idée de ce que vous pouvez lire dans pas mal de publications. Hein, le disque est une structure non innervée, non vascularisée. C'est pas totalement exact. Je dirais même c'est plutôt partiellement faux, comme vous voulez. Voilà pour donc ça c'est pour le disque intervertébral. On avait vu. Excusez-moi, je suis un peu perdu dans le plan. On est toujours sur le disque intervertébral, on est dans l'innervation du disque intervertébral, c'est pas l'innervation du rachis. Okay. Et donc on en est à comportement mécanique. Okay. Le comportement mécanique, alors ça c'est extrêmement important aussi, c'est quoi un disque intervertébral? Donc on a vu que on avait un fibrocartilage qui était variable de hauteur, un hélice fibrosus, etc. Ça y est, j'ai compris. Et le disque intervertébral, quand on regarde son comportement mécanique, c'est une structure qu'on va proposer comme une structure très contrainte. Très contrainte. Comme son nom l'indique, ça veut dire qu'il y a une pré-contrainte à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il existe a priori en permanence une contrainte, une tension, une pression intradiscale. Même quand vous êtes allongé, il y a une pression intradiscale. Tout le monde comprend, par exemple, que quand on est allongé, tu as quasiment bien relâché, quand tu dors, tu n'as pas de contrainte, par exemple, au niveau du genou. Tu te mets debout, tu as des contraintes au niveau de l'articulation du genou. Au niveau du disque intervertébral, quand tu es debout, tu as la contrainte liée à la pesanteur, il n'y a pas de problème, quand tu es assis aussi, etc. Et quand tu es en décubitus, aussi, il y aura des contraintes, et même quand tu dors, il y aura de la contrainte également intradiscale, et qui est physiologiquement normale. Évidemment, elle est moindre que sur d'autres positions, on le verra plus loin. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une structure précontrainte? Vous avez ici, c'est un terme de mécanique, souvent, à gauche, là, vous avez une poutre à laquelle vous soumettez une contrainte. Vous voyez qu'elle se déforme sous l'effort de la contrainte. Vous avez ici le delta, F1, qui nous montre de comment ce qu'a exercé comme déformation la contrainte. Vous voyez que ça a mis la poutre en flexion de cette intensité-là. Maintenant, vous prenez cette même poutre, mais vous faites passer en son centre un câble tendu. Vous mettez de la tension, vous mettez un câble, et puis vous le mettez dans les écrous, là, et vous mettez très très fort en tension ce câble. Pour la même contrainte, l'effort de flexion sera diminué. La structure sera moins déformable que s'il n'y avait pas ce fil métallique à l'intérieur. On dit que cette poutre, elle est précontrainte. Ça veut dire qu'elle va mieux supporter la déformation du fait de la tension interne qu'on a ajoutée. C'est ce qu'on utilise dans le bâtiment, dans beaucoup de choses, vous avez ces systèmes qui sont utilisés. Donc, l'intérêt de considérer que le disque intervertébral est précontraint, c'est pour bien comprendre que cet état de précontrainte permet au disque de mieux résister aux pressions. La précontrainte permet au disque intervertébral de mieux résister à la pression. Pour visualiser ça, il y a une expérience qui est connue, celle de Hirsch. Vous avez ici une unité segmentaire ou un artron. Ce que je vais appeler unité segmentaire ou un artron, c'est toujours l'ensemble de deux vertèbres avec son disque intervertébral. Sinon, je parlerai d'une vertèbre. Et si je parle d'un artron ou d'une unité vertébrale, c'est l'association de deux vertèbres avec son disque intervertébral. Eh bien, ici, on met un capteur de pression à l'intérieur du disque intervertébral, puis on lui fait subir un choc. Ici, vous voyez, on laisse tomber un poids qui retombe ici, et on regarde comment varie la pression à l'intérieur. Et là, on voit qu'évidemment, le premier choc a l'intensité maximale, mais on voit surtout cet aspect ondulatoire qui vient derrière jusqu'au retour initial. Vous voyez, sur une seconde. Ça nous montre quoi, ça? Ça, c'est le schéma de quoi? À quoi on pourrait assimiler ça? Comme comportement. Mécaniquement, ça serait quoi? Sur votre vélo, sur votre voiture, c'est quoi? Une suspension. La suspension, ouais, c'est ça. Un amortisseur.
C'est un amortisseur. C'est ce que vous vouliez dire? Non? Donc, amortisseur, hein, suspension. Donc, l'état de précontrainte nous montre bien ici que le disque est mieux adapté pour résister aux contraintes, car il est pré-contraint. On a compris ce que ça voulait dire. Et que son rôle principal va être ici un amortisseur. C'est un amortisseur des contraintes. Ce choc-là qui est représenté par la chute du poids, si on essaye de transposer ça maintenant sur nous, sur le vivant, ça correspond à quoi? Traduisez. On me répond à la marche. Traduisez. Chaque fois qu'on marche, à chaque pas, chaque fois que vous attaquez du talon, il y a évidemment un impact au niveau du rachis. Chaque fois que vous marchez, vous avez cet impact-là. Okay? Donc, vous avez cet amortissement qui se fait. D'ailleurs, vous le sentez bien, hein, quand vous attaquez fort du talon, par exemple, quand vous marchez, parfois vous vous faites surprendre et que vous attaquez plus fort du talon, parfois, quand on a vraiment tapé fort, on le sent dans la colonne. Quand vous ratez le bord du trottoir, vous savez, vous vous talonnez un petit peu, ça vous est déjà arrivé, on prend le choc dans tout le membre inférieur et certains vous disent, ça m'a résonné jusque dans la colonne, voire dans la tête. Donc, la marche, c'est une succession d'appuis unipodaux, mais c'est aussi une succession d'appuis, de contraintes, de chocs, hein, résistance du sol, pesanteur, et donc vous avez cette structure intervertébrale qui doit absorber, amortir la répétition de ces chocs. Bien sûr, ça peut être beaucoup plus important lors de, alors moins répété, mais quand vous faites quoi? Alors courir, comme pour la marche, bien sûr, ça va augmenter l'intensité du choc, mais des choses plus occasionnelles, moins répétitives que toutes les secondes, un pas ou courir. Comment? Quand on saute, oui, arrêtez de me parler des membres inférieurs. Vous avez raison, quand on saute, quand on monte les escaliers, quand on court, quand on est à pieds joints, cloche-pied, évidemment. Et si on enlève les membres, quoi d'autre? Quand on s'assoit. Ouais, quand on s'assoit. Mais également tout ce qui est port de charge. Port de charge. Dès que vous portez quelque chose, vous augmentez les contraintes au niveau du disque intervertébral. Ok? Donc, il y a toujours, vous portez, hein, vous soulevez quelque chose de lourd, vous le mettez contre vous, vous augmentez les contraintes intradiscales. Donc, vous voyez, les efforts de compression, il faut penser en permanence, hein, vous prenez un individu de 80 kg, hein, alors, si on fait une répartition un peu rapide, hein, une tête, c'est 3 kg, pour ceux qui ont un cerveau, hein. Les membres sup, vous comptez 14 kg, pour le tronc une trentaine de kilos, eh bien vous voyez quand même que en L5 S1, vous avez les 2/3 du tronc, hein, donc ça fait 20 kg, vous faites le total, il y a 37 kg, simplement là, sans rien faire, 37 kg qui reposent sur le disque L5 S1, soit à peu près la moitié du poids du corps. Okay. Donc, vous êtes debout, il y a au moins ça. Cette structure du disque intervertébral, hein, donc ça c'est Kapunji avec sa petite bille, hein, vous savez ce que j'en pense, on a dit que c'était pas du tout ça, mais ici c'est symbolisé par cette bille. Vous voyez que cette contrainte verticale ici va être dissipée en partie latéralement dans ce disque intervertébral. Hein. Vous avez une contrainte verticale qui, du fait de la structure du disque, du fait de son état de précontrainte, va dissiper latéralement cette charge-là. Vous voyez ici pour 8 et 6, 14, 1 fois 1, 4, voilà, vous avez 16, ça fait quoi? Ça fait les 2/3 hein, à peu près qui sont dissipés latéralement. Alors, les efforts de compression sur le disque intervertébral. Si on s'arrête simplement au poids de ce qu'il y a au-dessus, hein, d'une manière un peu schématique, comme on vient de le voir, ça nous donne déjà une idée qu'il y a simplement le fait d'être debout ajoute de la contrainte. Il y a une expérience qui est très très intéressante, qui fait référence dans toutes les publications encore aujourd'hui, qui est la publication de Jacobson, et qui ont
placé avec son équipe des capteurs dans le disque L3, L4. Et ils ont regardé quelle était dans toutes les positions celle qui générait le plus de contraintes au niveau du disque intervertébral. Donc là, j'ai un peu zappé. Normalement, j'avais envie de vous demander, avant de vous montrer le graphique, quelle est, selon vous, la position où on a le maximum de pression intradiscale. Donc là, vous le voyez correctement, vous le voyez ici. Vous voyez que, évidemment, celle où il y en a le moins, c'est le décubitus dorsal. Mais on voit bien qu'elle n'est pas nulle. Il y a, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a toujours, du fait de l'état de précontrainte, une pression intradiscale qui existe. Après, vous mettez le sujet en latérocubitus, là, on voit tout de suite que déjà là, ça augmente un peu, simplement du fait que vous avez une position d'inflexion quelque part, qui fait que ça va générer un petit peu plus de pression. Et puis, vous avez la position assise asthénique. Alors, la position assise asthénique, par exemple, c'est celle que j'ai, moi, dans ma chaise, c'est-à-dire que j'ai les fesses qui sont avancées sur l'assise, j'ai le dos en appui. Bah, tu sais, c'est la position asthénique, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que là, tu as envie d'avoir le bol de cacahuètes, la télécommande, puis tu es en train de regarder le match. Okay, sauf qu'au bout d'un moment, tu sens très bien que tu as juste envie de te redresser, de remettre ta colonne lombaire bien dans le dossier, voire de la creuser un peu ou de mettre un petit coussin. Ce que vous faites éventuellement dans l'amphi ou chez vous, je sais pas ce que vous regardez, si vous êtes dans un fauteuil, un canapé ou je sais pas quoi. Et là, on voit bien qu'au niveau lombaire, cette position assise asthénique, elle est mortelle en termes de pression intradiscale. Vous voyez, c'est la deuxième, à part celle-là, c'est la deuxième maximale. Par contre, dès que je me remets en position corrigée, la position assise corrigée, je diminue nettement la pression intradiscale. Donc je fais bien la différence entre une position où vous êtes avachi dans votre chaise et qu'est-ce qu'on voit dans cette position? On voit une colonne lombaire qui est en syphose. Cette syphose augmente considérablement la pression intradiscale. Quand je dis que la position assise est corrigée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me redresse, mais clairement, ça veut dire quoi, position assise corrigée? Pour vous, qu'est-ce que vous comprenez dans position assise corrigée? On respecte les courbures du rachis. On respecte les courbures du rachis, je suis d'accord avec ça. On pourrait dire, vous vous replacez dans une lordose physiologique. Les courbures antéro-postérieures, on l'a vu, lordose, syphose, sont des courbures physiologiques. On sait que ces courbures, leur alternance, concavité, convexité, on a vu qu'elles étaient là pour augmenter la résistance du rachis. On l'a vu avec la formule n au carré plus 1. Okay, donc, ces courbures alternées sont là pour augmenter la résistance globale du rachis, et à condition qu'elles restent dans des courbures physiologiques. On a vu, et on sait ce que c'est qu'une courbure physiologique, c'est quoi? Pour vous, c'est quoi une courbure physiologique? Une lordose lombaire, une syphose thoracique. Bah oui, mais ça ne me dit pas en quoi c'est physiologique. Il n'y a aucun piège, la réponse est en vous, tranquille. Là, franchement... On a les normes des flèches. Alors, la norme des flèches, vas-y, traduis. Elles sont entre 25 et 45 mm. Ça marche, voilà. Courbure physiologique, c'est des courbures dans le plexus digital qui présentent une flèche comprise entre 25 et 45 mm. On va chercher d'autres réponses, ok? Donc, courbure physiologique, pour beaucoup, par rapport à cette position totalement avachie, c'est simplement recréer une lordose lombaire. Quelqu'un voulait intervenir? Oui, c'était par rapport à la notion de physiologique. Si on a une hyperlordose qui va se compenser au niveau du haut de la colonne, est-ce que pour autant physiologique, c'est pas que vu qu'on ne va pas le traiter puisque tout se compense, est-ce que physiologique, c'est pas aussi la notion d'absence de douleur et de contrainte qui amènerait des conséquences sur le long terme? Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que nous, on voit des chiffres
Certes, mais quand on fait des cas en TD de rachis et qu'on se rend compte que certes on dépasse la norme mais qu'elle est compensée à un autre endroit et du coup on peut rien proposer et que la personne ne se plaint pas, il avait caricaturé en disant que certes nous en tant que K1 on va déceler une hyperlordose etc. mais que dans la vraie vie si la personne ne s'en plaint pas c'est qu'il y a rien à traiter. Du coup pour moi les courbures physiologiques croisaient aussi avec cette idée d'absence de douleur et d'absence de conséquences sur le reste du corps, en fait. Ouais, j'ai compris ce que vous vouliez dire. Vous avez raison, mais tant qu'on est dans les limites de la norme, une hyperlordose de 45 mm avec une hypersyphose de 45 mm, on reste dans la physiologie. À partir du moment où vous avez une hyperlordose de 60 mm, qui est parfaitement équilibrée, compensée par une hypersyphose au-dessus, vous avez raison, le sujet n'a pas mal, qu'est-ce qu'on va aller l'embêter avec ça? Sauf que nous, on sait une chose. On sait une chose, c'est que ces 60 mm dans 15 ans ou 20 ans, ils vont les payer. Car on est sorti de la norme physiologique et il y aura une dégradation de cette physiologie plus tard. Donc nous, sachant cela, c'est pour ça qu'on se donne une limite physiologique jusqu'à 45 mm et qu'au-delà, on a quand même envie de traiter. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire si le sujet n'a pas mal, finalement, on reste physiologique. Vous avez plein de situations, vous avez plein de gens, je sais pas moi, qui ont un flexum de hanche, un petit valgus de genou, qui ne font pas mal. Bon, après tout, ça reste physiologique puisqu'il a pas mal. On sait très bien qu'un valgus de genou au bout de 30 ans, c'est une surcharge du compartiment latéral du genou, c'est une gonarthrose dans 30 ou 40 ans. Et là, il aura mal. Donc la physiologie, il faut vraiment rester dans cette définition, un équilibre harmonieux de courbure avec une norme inférieure et supérieure entre 25 et 45 mm. Au-delà, on a envie un petit peu de corriger parce qu'on sait que ça va retentir un petit peu plus tard. Est-ce que je réponds un peu à votre interrogation, Lucie? Oui. Oui. Ok. Donc, c'est pourquoi on vous propose Pardon? Pourquoi la position assise corrigée, elle est quand même plus néfaste que la position debout? C'est toujours au niveau des courbures? Alors, vous pouvez, en position assise, recréer une lordose lombaire physiologique. Pas de problème. C'est d'ailleurs l'intérêt de tous ces fauteuils avec coussin lombaire, le coussin lombaire que vous pouvez mettre dans votre voiture. Par exemple, dans la méthode Mackenzie, ils travaillent beaucoup avec cette notion, pas systématique, il n'y a pas que ça, mais ils aiment bien aller sur la lordose. La première chose qu'ils vous proposent, c'est un coussin lombaire. C'est un coussin lombaire que tu emmènes partout. Tu le mets dans ton fauteuil, tu le mets dans ta voiture, tu le mets pour justement soulager tous ces sujets lombalgiques. Vous mettez ce coussin et vraiment, ça soulage. Parce que vous recréez la lordose lombaire. Maintenant, pourquoi y aurait-il plus de pression malgré tout? Je fais l'effort de recréer cette hyperlordose et malgré tout, il y a plus de pression. Est-ce que quelqu'un a une explication, une hypothèse? Non, c'est vous, hein, on s'en fout. Qu'est-ce qui change entre la position assise et la position debout? Alors que la lordose est la même. Pardon? La rétroversion du bassin. Ah non. Si j'ai pu recréer la lordose lombaire en position assise, mon bassin n'est pas rétroversé. Hein? Je ne sais pas comment vous êtes chez vous, là vous êtes en position assise, vous pouvez en position assise antéverser votre bassin. Rien ne vous en empêche. Si tu fais rien, tu peux syphoser. C'est pour ça, on vous dit par exemple, quand vous mettez le sujet en position assise, ça rétroverse le bassin, ça syphose la colonne lombaire, ça vous permet par exemple de faire le bilan du rachis dorsal. Vous avez fait ça dans les bilans et autres. Mais attention, si tu es assis sur une chaise là comme moi normalement, si je veux, moi j'antéverse complètement, hein. Il n'y a aucun problème. C'est pas parce qu'on vous dit que la position assise est une position syphosante que tu ne peux pas faire de lordose. Tu n'es pas condamné à être en hypersyphose en position assise. Alors, je suis assis, j'arrive à recréer une hyperlordose lombaire, enfin une lordose lombaire physiologique. Pourtant, il y a plus de contraintes que si j'étais debout. Est-ce qu'il n'y a pas une partie des contraintes qui sont, quand on est debout, qui
qui est amorti par les genoux et le pied, plutôt que par la colonne. Non, c'est bien vu, mais peut-être pas aller dans ce sens-là. C'est pas en moins. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il y a comme contrainte en plus quand je suis assis par rapport à debout? C'est plutôt dans le sens-là qu'il faut regarder. Qu'est-ce qu'il y a comme contrainte en plus quand je suis assis par rapport à la position debout? Alors, je peux poser la question un peu différemment. Attention, elle vaut moins de points maintenant. Hein. La différence entre quand vous êtes debout en extension de hanche et assis en flexion de hanche. Eh ben oui, c'est toutes les tensions de la chaîne postérieure, aponevrotique et musculaire qui rajoutent de la compression. On est d'accord? Ça marche pour tout le monde? Mais par rapport à ça, j'ai une question. Est-ce qu'on augmente les tensions sur la chaîne postérieure, mais on diminue celles sur la chaîne antérieure? Ça se compense pas? Non. Ah, c'est pas si simple. Non, non. Non, non, c'est bien vu. Ce que vous dites est juste. Hein. Mais l'harmonie des contraintes se fait sur des positions dites équilibrées. Dès que vous déséquilibrez, vous augmentez les contraintes. Ok? D'accord. Et donc là, il y a un déséquilibre chaîne antérieure, chaîne postérieure. Et évidemment, moi, là, je suis assis, je peux me lordoser. Maintenant, si je fléchis encore plus mes hanches et que je me mets les genoux sous le menton, je suis incapable de lordoser. Je ne peux plus, là. La tension est maximale. Et là, vous verriez la pression interdiscale qui augmente considérablement encore. Ok? Debout, finalement, on a moins de contraintes qu'en position assise. Souvent, quand les gens ont mal au lombaire, ils n'aiment pas être assis, ils aiment bien marcher, ils se mettent debout pour soulager leur dos. Hein, ou ils se couchent. Ah, c'est aussi la bonne solution. Mais si tu es en milieu de travail, on recommande parfois aux gens qui travaillent assis toute la journée, de plus en plus, beaucoup de gens qui travaillent devant écran et autres, on leur propose des positions plutôt assises debout, voire debout. C'est-à-dire vous faites monter le plan de travail et vous travaillez debout comme quand tu travailles ta bière au comptoir. Tu vois, pareil. Et là, c'est un ordi et on sait qu'on peut tenir longtemps debout au comptoir. Hein. Avec du diabolo. Hein. Mais c'est une position qui, au niveau lombaire, est moins contraignante que la position assise permanente. Maintenant, si vous travaillez en permanence assis, alors vous avez intérêt à faire régulièrement une mise en lordose pour soulager votre rachis ou placer un coussin qui vous positionne en lordose. D'ailleurs, quand vous êtes en amphi, j'ai des étudiants qui sont en amphi, quand vous avez 1 heure, 2 heures de cours, là, souvent vous sentez, là, vous êtes un peu avachi comme ça, alors vous écoutez, quoi que vous fassiez, hein, que vous fassiez un jeu sur ordi, regarder un film ou suivre le cours, la position elle est là. Qu'est-ce que vous faites souvent pour soulager votre dos? Automatiquement, sans y penser. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous redressez, vous quittez le dossier. Qu'est-ce que vous faites quand vous quittez le dossier? Je ne sais pas si vous faites ça. Moi, j'avance les fesses au bord de la chaise et je plie un genou en dessous de l'assise. Vous faites pas ça? Bon, il n'y a pas que les Alsaciens qui font ça. Je pense à la cigogne qui se met sur un pied, mais par exemple, si vous êtes sur une chaise chez vous, vous pouvez être avachi complètement, ou bien vous vous redressez, vous avancez sur le bord de la chaise et vous mettez un membre inférieur en extension, en amenant le pied en dessous de la chaise, là, comme ça. Ah, et ça soulage bien les lombaires. Qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de donner d'un côté de l'extension de hanche pour favoriser la mise en lordose de votre bassin. Et ça vous soulage. Alors évidemment, ça vous soulage un moment, au bout d'un moment, vous en avez un petit peu marre, donc hop, vous prenez votre insertion, puis au bout de 10 minutes, vous faites de l'autre côté. Enfin, on a tous notre stratégie de changement d'appui. On est d'accord aussi pour dire que la station debout prolongée va économiser le rachis lombaire, mais c'est quoi les inconvénients du debout prolongé sur place? Donc là, il faut ouvrir le tiroir massage. Le retour veineux? Ouais, ça favorise pas du tout le retour veineux. Tous les métiers où les gens travaillent debout en piétinement en permanence, ce sont des métiers extrêmement néfastes pour le retour veineux. Donc vous voyez bien que
Je peux vous dire, il vaut mieux travailler debout longtemps que assis pour préserver votre colonne lombaire, mais c'est pas très bon non plus pour votre retour veineux. Donc on voit bien que les compromis d'une bonne position de travail, c'est de maîtriser tous ces paramètres et de savoir les alterner. C'est savoir aller marcher un petit peu. Voilà, faire une pause, tu vas marcher. Et si on parlait par exemple des yeux, travailler avec uniquement votre vision fovéale, hein, sans utiliser la vision périphérique, c'est quelque chose qui est extrêmement fatigant. Donc on recommande quoi aux gens qui travaillent sur ordinateur régulièrement? Simplement de pouvoir tourner la tête, de regarder dehors, de voir loin. Ça repose de regarder loin plutôt que de regarder tout. Hein, nous qui faisons là, du zoom toute la journée, des fois on est épuisé le soir, tu te dis, putain, je suis mort, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, tu as tellement capté, tu te fatigues de tout. Tu fatigues ton rachis, tu fatigues ta tête, tu fatigues tes yeux, parce que justement tu prends pas le temps de te lever, d'aller faire un tour, de regarder dehors et de revenir. Tout ça, ce sont des facteurs qui augmentent, qui contraignent dans pas mal de choses, et il faut savoir alterner tout ça. Donc là, pression intradiscale sur les différentes positions. Nous avons cette position assise asthénique qu'on a le droit de prendre. Le problème, c'est quand tous les jours, tu es comme ça, quoi. Et quelqu'un qui a mal au lombaire, tu vas lui dire, surtout pas ça. Tu vas lui proposer un coussin lombaire pour qu'il se soulage bien. Ok? Debout, on voit que les contraintes sont moins importantes. Pour autant, tu peux pas dire à quelqu'un, bah, reste debout sans bouger toute la journée. On voit bien que ça a pas mal de conséquences néfastes aussi. Donc, c'est toujours un compromis entre les deux. Et puis, vous voyez là, quelque chose qui fait flamber le disque intervertébral, c'est le lever incorrect, quoi. Alors, attends, parce que moi, je vois pas là. Voilà. Le lever incorrect, c'est ce que vous voyez à droite. C'est, vous êtes assis sur votre chaise, là, en syphose, avachi, puis vous vous levez comme ça, quoi. Là, directement, ça, et puis bien sûr, si en plus tu fais un port de charge dans cette position, bah alors là, c'est la totale, et là, tu augmentes, tu mets des centaines de kilos sur ton disque intervertébral. Tu as le droit de mettre des centaines de kilos sur ton disque intervertébral, mais plus tu vas le répéter, plus tu vas l'user, plus tu risques finalement l'usure et éventuellement la hernie plus tard. Donc, ces variations de pression, vous voyez, elles sont extrêmement importantes. On le sait bien maintenant, ça c'est parfaitement vu. C'est ce qui a justifié, par exemple, certains mouvements au niveau de l'éducation nationale. Ça n'a pas encore réussi partout, mais de proposer des sièges un tout petit peu différents. Actuellement, moi, je suis sur une chaise où elle est relativement plate au niveau de l'assise. Ce qui est proposé souvent en termes de chaise, la chaise idéale, j'ai envie de dire, pour l'étudiant, c'est une assise qui serait un petit peu comme ça. D'accord? Donc ça, c'est l'avant, ça, c'est l'arrière. C'est-à-dire, quand je regarde un cours, un film, une vidéo, eh bien, je me mets sur l'arrière de cette assise, dans le dossier, et je suis en position de regarder et d'écouter. Puis, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de ça. À ce moment-là, je me mets sur la partie antérieure, qui me jette un petit peu vers l'avant. Ça favorise ma lordose. Et là, je peux écrire et prendre des notes et taper au clavier. Je suis en train de faire cet effort-là. Je suis sur la partie qui glisse vers l'avant. C'est la bonne position. Après, j'ai besoin d'écouter. Ok, je lâche mon clavier. Je me remets sur l'arrière de la chaise et j'ai la bonne position. Ça, bien sûr, plus la table réglable hauteur, etc. L'éducation nationale, il y a trois tailles de mobilier. Hein. 3. Et ils mettent pas les 3 différents dans la même classe. Hein. C'est-à-dire que quand tu es en 5e, tu as une table de mobilier. D'accord? Sauf qu'en 5e, tu peux faire 1m10 ou 1m80. Voilà. Mais tu as la même table que les autres. Hein. Voilà. Donc on comprend que très très tôt, les rachis explosent. Hein. Pourquoi on a des lombalgies partout? Parce que toutes ces notions-là, on les a pas. Alors évidemment, hein, le truc idéal, c'est le siège réglable en hauteur, la table avec le plan incliné. Hein. Voilà, ça coûte cher. Donc, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Nous, on a des patients en cabinet. Voilà. Mais enfin, notre rôle, c'est la prévention et de militer hein, pour ce genre de choses. Tout ça est archi connu de tout le monde. Hein. Je veux dire, ça, un professionnel de santé, un ergonome, quelqu'un qui fait de la prévention des gestes et postures,
Tout le monde sait ça. Tout le monde sait qu'il faut une bonne position assise, bien porter les charges, etc. et qu'il faut du mobilier adapté. Tout le monde le sait. Regardez les amphis ici. J'en fais part régulièrement à notre directeur. Et monsieur, Et mademoiselle, ça donne quoi en procubitus quand on dort sur le ventre, par exemple? Parce que je crois que c'est pas bien par rapport à dormir sur le dos ou sur le côté. Enfin, j'ai déjà entendu ça. pourquoi c'est pas bien? Je sais pas. Justement, je me demande. C'est un bruit qui court, c'est ça? Ben, je sais pas, j'ai déjà entendu ça. Ouais, moi aussi. Ma concierge, elle m'en a parlé une fois. Elle me dit, ah, vous qui êtes dans le métier, ah, je vous embête. Vous avez raison, c'est une question hyper courante. Rien ne vous interdit de dormir en procubitus. Rien. Sauf si vous avez mal en procubitus. Mais si tu as mal en procubitus, tu dors pas en procubitus. Voilà. Ensuite, dire à quelqu'un, par exemple, vous savez, pour vous, c'est très très mauvais de dormir en procubitus. Ben, je sais pas comment tu dors toi la nuit, mais moi, je contrôle pas la position. J'imagine que parmi vous, le matin, il y en a qui se retrouvent le matin, ils sont en vrac, en travers, je sais pas comment. On ne contrôle pas la position. Ou alors, tu mets des capteurs qui sonnent chaque fois que tu changes la position. Mais ça, c'est très difficile de donner ce type de conseil ou avoir ce genre d'affirmation. Il y a un autre domaine qui est souvent proposé comme ça, c'est vous qui êtes kiné un petit peu dans la santé, tout ça, c'est bon ou pas la natation pour ma lombalgie? Et parce que moi, on m'a dit que c'était drôlement bien, parce que comme on est dans l'eau, on pèse moins lourd, donc c'est meilleur pour mon dos. Après, t'as celui qui les ramène qui dit, ouais, ça dépend quelle nage, hein, quand même. Parce que si tu fais du dos crawlé ou du crawl en ventral, c'est quand même pas pareil. Oui. Voilà. Donc j'ai fait faire ce boulot dans le cadre de l'UE12 à une étudiante nageuse qui est en 4e année aujourd'hui, qui a fait un travail là-dessus. Et elle, c'est une nageuse qui était une nageuse de haut niveau, on va dire. Elle dit le problème, c'est que comment tu nages? C'est quoi ton niveau de natation? C'est quoi quand tu barbotes? Tu vas dire quelqu'un la différence entre brasse, dos crawlé. Il sait tellement mal nager qu'il se détruit le dos, quelle que soit la nage. Je sais pas comment vous faites, vous, la natation. Là, c'est petit chien, l'autre, c'est quoi sur le côté, là? La nage indienne, ce que tu veux, quoi. Donc, là aussi, c'est des conseils qui n'ont pas de sens tant qu'on ne connaît pas le niveau de natation de la personne. En ce qui concerne la position couchée, il vaut mieux être dans le conseil d'un bon matelas que d'une position pour dormir. Ça vous paraît clair? Oui, merci. Donc là, inévitablement, j'ai hésité à parler du matelas parce que la question dans l'amphi tombe. Un matelas dur ou mou? On peut passer des heures à parler de matelas. J'ai envie de dire, un bon matelas, c'est celui qui répond à la morphologie du sujet. T'as un sujet mou ou un sujet dur? T'as un sujet gros ou un sujet maigre? Tu pèses lourd ou tu pèses léger? Ton rachis est souple ou il est raide? Vous voyez? Et un des principes, c'est d'avoir des matelas qui est capable de se déformer proportionnellement à la zone d'appui. Voilà. L'idée, ils s'en servent dans la pub d'ailleurs, c'est quand vous voyez un sujet en latérocubitus sur un matelas avec une colonne qui reste rectiligne. Ben ça suppose d'avoir de la matière qui sait se déformer très bien proportionnellement par rapport à l'intensité de l'appui et sa répartition. Voilà. Donc après, c'est variable complètement. On peut pas dire le bon matelas pour tous, c'est celui-là. C'est pas possible non plus. Désolé. Mais on pourra faire un débat là-dessus après, si vous voulez. Ok, donc... Monsieur? Oui. Quand on fait le port de charge, on dit qu'il faut que la charge soit au plus près de nous, notre centre de gravité. Oui. Parce que du coup c'est plus ça donne moins de contraintes, mais est-ce que ça donne moins de contraintes aussi sur les disques de faire ça? Ou est-ce que c'est juste nous pour moins peiner?
quand on vous propose des gestes ergonomiques en lien au port de charge, c'est essentiellement pour protéger votre colonne lombaire. Et quand je dis colonne lombaire, c'est donc protéger vos disques. Donc là, vous n'avez pas de dessin. Hein, vous voyez ce sujet qui est debout là. Vous voyez déjà la position debout normale. Voilà la hauteur de la compression, de la pression intradiscale. Vous voyez ce sujet penché en avant, c'est 150 au lieu de 100. D'accord? Si au bout des mains là, vous lui rajoutez une charge, vous explosez à 300 ou à 400. Bon, si c'est une plume, ça va rien changer, d'accord? Mais tu prends une petite caisse de 10 kilos, voilà, et ben tu vas exploser ce truc-là. Alors que si le sujet est accroupi contre lui, on va augmenter que à cette hauteur-là. Évidemment, si vous portez une charge et que vous marchez avec, forcément la pression discale elle est augmentée. Si vous portez quelqu'un sur vos épaules, la pression discale est augmentée, il n'y a pas de problème. Personne ne vous interdit de porter une charge. Ce qu'on veut limiter, ce sont les hyperpressions liées au mauvais geste. Si l'haltérophile, par exemple, l'haltérophile, déjà, tu vois le sport que c'est, quoi. Qui a envie de soulever une barre de 250 kilos, quoi? Mais eux, ils aiment bien. Donc, ils soulèvent des barres de 200 kilos, et pour soulever cette barre de 200 kilos, vous avez vu, c'est hyper technique, parce qu'il faut beaucoup de force pour jeter, et surtout, après, il faut se mettre en dessous le plus rapidement possible, parce que justement, jamais il pourra soulever la barre correctement s'il reste dans cette position. Mais, même quand il a fait son épaulé jeté, qui tient sa barre à hauteur là, de 200 kilos, bah, sur ces disques intervertébraux, il y a plus de 150 kilos. Hein. Quel que soit le mouvement qu'il fasse, il y aura plus de 150 kilos. Sauf que s'il soulève cette barre en essayant de la soulever à bout de bras et en se penchant en avant, c'est pas plus de 150 qu'il va prendre, c'est 1 tonne 2. Et là, évidemment, le disque, il supporte moins bien. Mais il est clair qu'un haltérophile qui fait ça pendant 20 ou 30 ans, il dégrade plus que ses disques que vous. Hein. C'est sûr. Même avec le bon geste, avec la super technique, il a évité d'exploser tous ses disques au bout d'1 an. Il les a encore au bout de 20 ans, mais c'est des ruines, les disques. Hein. Mais bon, c'est comme tous les sports. Hein. Vous savez, tous les sports de haut niveau sont des sports, sont destructeurs. On ne connaît pas de sport de haut niveau où tu te détruis pas. Le sport, c'est bon pour la santé, mais normalement, quoi. Dès que tu es à très haut niveau, aujourd'hui, globalement, tu te détruis. Quoi. Ok. On avance sur le phénomène d'auto-stabilisation. Donc, on a bien compris, là, que quand on est debout, on est capable de mettre des capteurs dans les disques intervertébraux et on mesure les pressions, que ce soit après en décubitus et autres. On a, là, on ne parle même pas de port de charge, et on est en train de regarder ce qui se passe d'une manière axiale, c'est-à-dire quand je suis soumis à l'action de la pesanteur. Ici, on va évoquer le phénomène d'auto-stabilisation qui, parfois, jette un peu d'incompréhension pour vous. Attends, je regarde ce qu'il y a après. Ok. Le phénomène d'autostabilisation, c'est quoi? Quand on a vu en amont, quand on a une pression verticale, strictement verticale, le disque agit comme un dissipateur latéral de la contrainte verticale. Vous connaissez une autre structure qui dissipe latéralement la contrainte? Oui. La réponse est en vous également. Une structure qui n'est pas au niveau du rachis, hein, mais dont on vous explique en cinésiologie qu'elle dissipe latéralement les contraintes. Membre inférieur? Vas-y, plus fort. Vas-y. Ben oui, les ménisques du genou. Oui, vous avez vu ça. Vous avez vu que le ménisque était une structure triangulaire, contrainte verticale, dissipation latérale. Tu peux vivre sans ménisque, mais tu vas subir beaucoup plus de contraintes et accélérer le processus de vieillissement du genou. Voilà. Les ménisques sont des répartiteurs de contraintes. Le disque intervertébral dissipe latéralement les contraintes verticales. C'est ce qu'on a vu juste avant. Maintenant, si vous avez n'importe quel mouvement, c'est-à-dire que si la pression n'est plus strictement verticale, simplement, vous voyez, je me penche un petit peu à droite, qu'est-ce qui se passe? La contrainte n'est plus strictement verticale, elle n'est plus
en regard du centre du disque vertébral, elle est déplacée latéralement. À partir du moment où cette contrainte, qui n'est plus centrale avec dissipation latérale, ça va entraîner un mouvement de petite inflexion ici du corps vertébral. Dans ce mouvement d'inflexion, vous aurez ici un raccourcissement des fibres les plus périphériques de l'annulus fibrosus, et ici vous aurez une mise en tension des fibres de l'annulus fibrosus. Vous êtes d'accord que dès qu'on va faire une inclinaison vers l'avant, vers l'arrière, vers le latéral droit, latéral gauche, enfin, tout mouvement qui va devenir être une inclinaison, vous avez une convexité et une concavité. Vous êtes d'accord? Alors ça vous paraît plus évident. Quand je fais une inclinaison droite, vous dites c'est convexe à gauche, c'est concave à droite. Et vous êtes d'accord que si je me penche en avant, une flexion, j'ai une convexité postérieure, une concavité antérieure, etc. Donc on a toujours dans ces mouvements d'inclinaison une convexité, une concavité. Donc dans la concavité ici, entre les deux, les fibres diminuent de longueur. Ici, elles sont plutôt étirées. En tout cas, elles sont mises en tension. De la même manière, la partie liquidienne centrale, le nucleus pulposus, va être plutôt chassée vers la convexité. Tout le monde comprend ça. Quand tu essayes de coincer la bulle entre les doigts, elle se bat. Ouais. Donc, ici, cette partie liquidienne se déplace vers la convexité. Ce mouvement de déplacement-là, il est arrêté par les fibres de la convexité. Mais comme je descends ici et que je déplace cette masse-là, vous voyez qu'en venant s'appuyer sur ces fibres-là, elles tendent à les raccourcir. Donc, mes fibres, à l'origine, sont comme ça. Je me penche de ce côté, les fibres, on va dire, voilà, position d'origine, comme ça. Les fibres, ici, vont se raccourcir dans la concavité, et elles vont se mettre en tension du côté de la convexité. Jusque-là, tout le monde a suivi. La partie du nucléus ici, là, va être chassée vers ces fibres, et va avoir tendance à s'appuyer dessus, c'est-à-dire finalement, à essayer de les raccourcir. Ok? C'est ce qu'on appelle le phénomène d'autostabilisation. Ok? Bien sûr que si tu veux te pencher, le truc, il te ramène pas, je vais pencher, non, tu restes penché. Mais le fait que le déplacement de cette masse liquidienne qui va venir s'appuyer sur les fibres les plus externes, tente à contenir, à maintenir l'espace intervertébral. Et ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle, c'est un phénomène qui fonctionne tout seul, hein. C'est-à-dire que le disque intervertébral, de par sa constitution, s'auto-stabilise. On parle d'auto-stabilisation. Et ça marche pourquoi? Parce que la structure est précontrainte. Et qu'est-ce qui fait qu'un disque est précontraint? C'est parce qu'il est hydrophile. C'est l'hydrophilie du disque intervertébral qui amène l'état de précontrainte. C'est l'état de précontrainte qui amène le phénomène d'autostabilisation. C'est pourquoi, je sais plus, on a parlé de chambre hydraulique déjà? Ouais. C'est pourquoi Rabichon compare le disque intervertébral à une chambre hydraulique sans limite nette. Vous vous souvenez quand on a fait ça? Donc on se rappelle, c'est quoi une chambre hydraulique? C'est un contenant et dedans un contenu de l'eau. Okay, le contenant, c'est quoi? On se rappelle, vous me diriez quoi? C'est quoi cette loge inextensible? C'est quoi ce contenant? Il est constitué de quoi? Je veux que vous visualisiez ça parfaitement. C'est quoi le contenant? Ce disque intervertébral qu'on associe à une chambre hydraulique sans limite nette, ou de loge même inextensible. C'est quoi le contenant? C'est quoi le contenu? Le contenu, c'est le nucleus pulposus. Vous êtes d'accord? Donc le contenant, c'est quoi? Dans quoi, je peux poser la question autrement, dans quoi est contenu le nucleus pulposus? C'est l'annulus fibrosus. Ouais, mais pas que. Oui. Et entre les plateaux vertébraux,
le plateau inférieur de la vertèbre supérieure et le plateau supérieur de la vertèbre inférieure. Oui. Si on veut dire que la structure, c'est une chambre hydraulique avec un contenant rigide et un contenu liquide, pour faire simple, hein, eh bien, le contenant, c'est bien sûr l'annulus fibrosus, mais le plateau inférieur de la vertèbre supérieure, le plateau supérieur de la vertèbre inférieure, et là-dedans, tu as du liquide qui est sous pression. Il y a une pression intradiscale qui n'est pas nulle, c'est le nucleus pulposus. Et ça, c'est précontraint. Et si c'est précontraint, c'est-à-dire que comme la loge est quasiment inextensible et qu'il y a beaucoup de liquide à l'intérieur, vous avez une pression intradiscale, même au repos. La pression intradiscale n'est jamais nulle en interne. Et c'est cet état de prétension, de précontrainte, qui en fait un amortisseur qui permet de dissiper latéralement. C'est ce qui fait que quand il y a une pression qui n'est pas axiale, quand vous faites n'importe quel petit mouvement du rachis, en inclinaison ou autre, vous avez d'accord un raccourcissement de fibre, la pression se déplace, le nucléus pulposus se déplace vers les fibres tendues et tend à les ramener un petit peu à leur position initiale. C'est le phénomène d'autostabilisation. Et donc on voit bien que ce disque intervertébral, on comprend mieux, si on voit ça, pourquoi on l'assimile à une chambre hydraulique sans limite nette, parce qu'on a bien vu que sur le plan macroscopique, on voit le disque, on voit le nucléus pulposus, mais sur le plan microscopique, on ne fait pas la différence. La transition est faite simplement sur des structures qui varient un petit peu en pourcentage d'eau, c'est-à-dire leur qualité hydrophile qui augmente progressivement de la périphérie vers le centre. Okay. Et comme tout le reste n'est pas déformable, le plateau vertébral, les disques intervertébraux, l'annulus fibrosus, très très peu déformable, eh bien, ce disque est sous pression. Et grâce à cette pression interne, il joue son rôle d'amortisseur, de répartisseur de pression, et que ça soit en pression axiale avec dissipation latérale, ou lors de mouvement avec l'autostabilisation. Et là, on comprend mieux que si on se dit que le sujet vieillissant, eh bien, perd de l'hydrophilie au niveau du disque intervertébral. Et donc, vous perdez les qualités mécaniques du disque intervertébral. Et vous allez donc avoir des micro-fissures qui se font. Une hauteur de disque qui va diminuer. Il sera un peu moins amortisseur. S'il est un peu moins amortisseur, on verra qu'il va se modifier au niveau osseux. Cette structure osseuse va s'adapter. Les contraintes vont peut-être un peu plus augmenter au niveau articulaire, puisque le disque absorbe moins, c'est les articulaires qui vont un petit peu prendre derrière. Et donc, tous ces processus de vieillissement, ils sont normaux. C'est la norme. Chez tout le monde, ça arrive. Donc ça, il faut bien l'expliquer aux patients. Ils vont des radios. Oh, m'a dit, j'avais des becs de perroquet, que j'avais de l'arthrose. T'as quel âge? 50 ans. Mais attends, c'est normal. Il est très bien, ton rachis. Tout va bien. Vos disques, ils vieillissent comme votre peau vieillit. D'accord? Un jour, vous aurez des rides. Ah. Et là, moi, je te parle des rides du disque intervertébral. Voilà. C'est tout. Et tu peux faire tout ce que tu veux. À un moment, on va dire, t'as des rides, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Après, tu peux te faire lifter tous les 2 ans, hein, y a pas de problème. Mais le vieillissement normal, vous avez l'apparition de rides. C'est quoi? C'est le vieillissement de la peau qui a perdu sa trophicité, son hydrophilie, qui perd ses qualités avec le temps. Le disque intervertébral, se comporte de la même manière. Et donc, il est normal que sur une radio d'un sujet de 40 ans, 50 ans, 60 ans, on trouve une dégradation progressive, et chez beaucoup de gens, ça se passe très très bien. Très très bien. Donc, c'est pas parce que on a une image de disque fissuré, ou un petit peu arthrosique ou autre, que c'est la cause de la douleur du patient. Aujourd'hui, l'imagerie courante nous montre que vous avez des patients qui vont peut-être faire un scanner ou autre à la recherche d'un élément tumoral, par exemple, ou je sais pas quoi, et on ne trouve pas la tumeur, tant mieux, mais on se rend compte que le rachis, il nous semble carrément détruit, quoi. Et donc on interroge la personne. Mais par contre, vous devez avoir mal au dos et tout. Ah non, moi j'ai jamais eu mal au dos. Tu regardes la radio du bus, d'abord tu sais pas. Première fois que tu vois la radio, tu dis c'est une radio qui est l'animal, quoi. Tu n'es pas sûr. Non, ce sont mes radios, et vous avez jamais eu le dos. Ah non, jamais.
Oui. Et à côté de ça, vous aurez un patient avec une radio qui semble tout à fait normale et qui va se plaindre énormément de rachialgie. Donc on ne peut plus aujourd'hui faire ce qu'on faisait il y a 20 ou 30 ans, de dire c'est parce que tu as une hernie à cet endroit que tu as mal. C'est parce que tu as l'arthrose là que tu as mal. Je ne dis pas que c'est faux, mais c'est pas toujours vrai. Donc les gens, attention au compte-rendu radiologique dans ce qui est écrit, ça met la panique aux gens. En plus, tu prends Internet, t'as mal au dos, tu regardes, peut-être tu as envie de mourir tout de suite, tu vois, parce qu'on te prend, ça peut être compliqué. Ou alors peut-être tu adhères à une secte où tu prends des compléments alimentaires, tu vois. Enfin, c'est Internet, quoi. Mais vous allez être sollicité là-dessus, en tant que professionnel, vous allez voir, les gens vont vous demander tout ça. Mais ouais, moi j'ai lu sur Internet, pour l'arthrose, il faut prendre tel produit, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Comment c'était là le truc marseillais là pour la Covid, la chloroquine, là, ouais, tu vois. Voilà, tu vois, c'est bon. Chacun son truc. Bien, donc le phénomène d'auto-stabilisation ici. Bien, on continue, on est... donc je sais pas quel chapitre c'est ça. Si je mets ça comme ça, on est toujours dans le disque intervertébral, je vois pas le haut. C'est affreux. Ouais, disque intervertébral, comportement mécanique. Donc lors des mouvements du rachis, là vous avez compris un petit peu ce qui se passe. Vous avez ici, par exemple, le mouvement à gauche d'extension. Ce serait quoi comme vertèbre, ça? C'est une cervicale? Une thoracique? Lombaire? Thoracique. Lombaire. Parce que dans l'amphi, j'ai thoracique, donc là, vous me dites lombaire? Bah non. Ouais, il y a un grand processus épineux, mais il est horizontal et rectangulaire, donc c'est lombaire. Le processus épineux dorsal, il est plutôt fin et allongé et vertical. Et surtout, sur le processus transverse, je ne vois pas d'articulaire, enfin de surface articulaire pour répondre à une côte. Ensuite, je vois ici que la surface articulaire lombaire, elle est quasiment dans le plan sagittal. Il n'y a qu'un type de vertèbre où elles sont sagittales, c'est au niveau lombaire. Ok. On le verra plus tard avec les articulaires. Bien, dans le mouvement d'extension, vous avez donc la vertèbre supérieure qui se dirige vers l'arrière par rapport à la vertèbre inférieure. Vous avez donc une diminution de la hauteur en arrière du disque intervertébral. Les fibres de l'annulus fibrosus tendent ici à être détendues. La pression augmente sur l'arrière, le nucleus pulposus est chassé vers l'avant. En avant, les fibres les fibres antérieures sont mises en tension. Le nucleus pulposus étant chassé vers l'avant, tend à vouloir raccourcir en s'appuyant dessus ses fibres antérieures. C'est donc le phénomène d'autostabilisation qui va donner de la stabilité à cet ensemble. Bien sûr, on ne peut pas ignorer, parce que bon, pour l'instant, on n'a parlé que du corps vertébral et du disque intervertébral, des articulaires ici en arrière. Vous voyez que l'articulaire supérieur ici va glisser vers le bas par rapport à l'articulaire supérieur de la vertèbre inférieure. Ce mouvement est dit en convergence. Elles se rejoignent, elles convergent. De l'autre côté, c'est un mouvement de flexion. Donc je veux bien vous le refaire une fois, mais après, c'est bon. Donc la vertèbre supérieure glisse plutôt vers l'avant, diminution de la hauteur du disque en avant, augmentation de la tension des fibres en arrière, le nucleus pulposus est chassé vers l'arrière, tend à s'appuyer sur les fibres postérieures et à les raccourcir, phénomène d'autostabilisation. En regard des articulaires, par contre, on voit bien que l'articulaire de la vertèbre supérieure s'éloigne de la vertèbre de la surface articulaire inférieure. On dit que ces facettes sont en divergence. Divergence, convergence. Il existe deux autres termes que vous pourrez également entendre, déshabitation et déshabitation et non, l'autre c'est pas habitation, c'est divergence, convergence, déshabitation, imbrication. Ok. Donc ce mouvement-là, c'est convergence, imbrication. C'est la même chose, c'est synonyme.
L'autre mouvement est divergence des habitations. C'est ce que vous pouvez rencontrer comme terme. Inflexion latérale, je détaille pas, c'est juste pour vous représenter que cette fois c'est dans le plan frontal. Et là, on pourrait parler de convexité, pardon, concavité, convexité. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Tout ça pour dire qu'à chaque fois, on fait augmenter la pression intradiscale. Dans les mouvements de rotation. Alors là, dans les mouvements de rotation, c'est pas aussi simple, mais on se rappelle d'une chose. C'est que l'annulus fibrosus, on se rappelle qu'on a dit qu'il était constitué de fibres à orientation oblique, alterne, concentrique. C'est-à-dire que j'ai un réseau de fibres périphériques, puis j'en ai un autre à l'intérieur et un autre à l'intérieur, et qu'à chaque fois, les fibres, plutôt verticales, devenaient horizontales vers le centre, et que l'obliquité augmentait progressivement de la périphérie vers le centre. Donc c'est des couches alternées. Ce qui fait que dans les mouvements de rotation, vous avez un type de fibre qui est mis en tension et pas l'autre, et dans l'autre système de rotation, c'est l'autre type de fibre qui se met en tension et pas l'autre. Dans tous les cas, cette mise en tension des fibres va faire augmenter la pression intradiscale. Et tout ça parce que j'ai oublié également ici, voilà, le début. Là, c'est l'action de la pesanteur, hein, donc on se rappelle, poussée verticale, dissipation latérale, mais si je mets un capteur là-dedans, augmentation de la pression intradiscale. La discussion se pose ici sur un mouvement d'élongation, sur un mouvement de traction axiale. Dans beaucoup de pathologies du rachis, il est proposé des traitements à base de traction. Alors souvent, vous le verrez hein, dans les cours de sémio, traumato et autres, on utilise souvent les tractions pour réduire des fractures. Hein, par exemple, vous avez un fémur, un tibia qui est fracturé avec un chevauchement. On peut imaginer que pour réduire la fracture, on mette une broche qui traverse la partie distale, puis on met des poids au bout. Bon, je fais simple, hein, mais il y a un système. Et les poids, toute la journée, tirent pour que le fragment, progressivement, vienne se repositionner en face. C'est ce qu'on appelle des tractions pour réduire une fracture. Quand vous avez des fractures cervicales, c'est très difficile d'aller plâtrer strictement le cervical ou d'agir dessus. On peut mettre des sujets en traction cervicale pour réduire éventuellement ce genre de soucis. Et quand il y a des problèmes de hernie discale à toute hauteur, et on peut également avoir des hernies discales bien sûr au niveau cervical, on peut proposer des tractions. Attention, hein, c'est des tractions qui se font sur plusieurs jours ou semaines. C'est-à-dire qu'on met un dispositif de traction, le sujet en décubitus, et il reste comme ça pendant des heures, des jours et des jours. Okay, donc c'est très invalidant, hein, vous imaginez allongé 24 heures sur 24. Bien. Donc ces tractions sont utilisées pour réduire, pour étirer en général toute la musculature périphérique, elle se laisse distendre progressivement sous une forme de fluage, et regarder si tout ça se réduit. Il était également, on fera en TD des tractions cervicales pour soulager, pour faire du pompage articulaire, faire du pompage au niveau des disques intervertébraux. On fera ça en TD hein, pour bien soulager des douleurs au niveau du patient. Donc on pourrait penser que l'élongation en général est là pour diminuer la pression intradiscale. C'est pas tout à fait vrai si on fait des tractions qui sont exagérées. La mise en tension des fibres périphériques peut augmenter la pression intradiscale. Donc on peut discuter sur cette élongation axiale, c'est pour ça que je l'ai mise en rouge ici. C'est parce que pour certains, ça augmente la pression intradiscale, pour d'autres, ça peut la diminuer. Je pense que là aussi, ça dépend tout à fait de l'intensité que l'on met et de l'objectif de la traction. Tout ça pour dire quoi? Que finalement, si on prend le parti de dire que l'élongation axiale peut augmenter la pression intradiscale, la compression, évidemment, l'augmente. La flexion-extension l'augmente. Les inclinaisons l'augmentent. Les rotations l'augmentent. Tout mouvement augmente la pression intradiscale. Tout mouvement augmente la pression intradiscale. Donc nos disques intervertébraux sont là pour
absorber, bien sûr, toutes les contraintes que l'on subit en permanence, tout simplement parce que nous sommes en gravité, nous sommes sous pesanteur. Si vous avez suivi un petit peu notre cosmonaute, ou astronaute, ou je sais pas comment on dit en France, qui sont en apesanteur, hein, ils ont assez détaillé, vous avez vu, ils ont montré pas mal d'images d'exercices obligatoires, physiques, 2 heures par jour en compression. Hein, pour, quand ils redescendent, ils tiennent encore un peu debout, qu'ils aient un tonus musculaire, ils grandissent au niveau du rachis, tout ça augmente, donc on connaît et on a besoin, et nos disques fonctionnent bien avec la pesanteur. Mais tout ce que je vous dis là, c'est de la physiologie. Tout ça, c'est normal. Ce qui va détruire les disques, c'est l'usure dans le temps et bien sûr, toutes les surcharges que vous allez faire dans vos activités. Tout mouvement augmente la contrainte. On a le droit de bouger. Personne n'est en train de vous dire qu'il ne faut pas bouger. Mais est-ce que tu bouges comme un gymnaste qui fait de la compétition gymnastique au sol? Tu vois ce que ça peut faire? Ou comme quelqu'un qui ferait de la danse? Est-ce que tu es un porteur de charge permanent, manutentionnaire? Est-ce que tu es haltérophile? Est-ce que si tu fais pétanque, par exemple, tu as beaucoup moins de risques. Beaucoup moins de risques. Surtout, t'as le petit aimant pour ramasser les boules. Ton risque, c'est plus le foie, parfois, la pétanque. Tu vois, c'est des risques cachés. Mais notre profession, votre profession, celle que vous voulez pratiquer, est une profession à risque pour notre dos. Énormément de mouvements. Pourquoi je vous embête et on vous embête en mobilisation? Ton dos, tes épaules, corrige, tiens-toi droit, plie tes genoux, en permanence, on vous le dit, parce que notre rachis est hyper sollicité. Vous faites du massage avec un sujet un petit peu trop loin de vous, vous prenez cher dans votre dos. T'as 20 ans, tu t'en fous. 30 ans, encore un peu. 40, tu dis, bon, ça va. J'aurais dû faire attention avant. Oui, c'est bien. On te l'avait dit. Oui, on sait comment c'est, on nous dit, non, voilà, etc., etc. Et puis, plus tard, ton dos, il prend cher. Donc, il faut l'économiser parce que vous connaissez, vous, le fonctionnement. Vous savez que tout mouvement augmente la pression intradiscale. Et plus le mouvement est extrême et plus il est en mauvaise position, plus il augmente la contrainte et donc, plus vous accélérez les processus de vieillissement ou vous faites courir des risques accidentels à votre disque intervertébral. Donc, toujours la bonne position. Les courbures physiologiques et le gainage. Si vous adorez le gainage, vous avez le droit de vous en occuper aussi. Ok? Une petite notion aussi sur la notion de mouvement automatique. Le disque intervertébral, les vertèbres, du fait de la conformation du disque intervertébral, du fait de l'organisation du système ligamentaire, du fait de l'orientation des surfaces articulaires, dans les mouvements vertébraux d'inclinaison, il y a toujours un mouvement de rotation associé. Il faut le voir ici. Quand vous prenez, par exemple, des ligaments latéraux ici, il faut comprendre que quand le sujet va faire une inclinaison, vous avez une inclinaison ici, vous avez sur les ligaments latéraux ici, comme cette épineuse, cette transverse, va s'éloigner, plus l'orientation de surface articulaire, la tension va générer une rotation automatique qui, pour les vertèbres dorsales et les vertèbres lombaires, est contralatéral à l'inclinaison. Voilà. Au niveau cervical, c'est un peu différent. Au niveau cervical, pour les vertèbres dites normales, typiques, la rotation et l'inclinaison sont homolatérales. On verra, les articulaires cervicales, elles sont là, comme ça. Donc quand vous faites inclinaison, la rotation se fait automatiquement dans le même sens. C'est-à-dire que quand je penche la tête à droite, la tête naturellement tourne à droite. Au niveau du rachis dorsal et lombaire, quand tu fais une inclinaison à droite, il y a une rotation gauche qui s'associe. Ça fait partie des mouvements automatiques. Automatique, ça veut dire comme le mouvement de rotation du tibia sous le fémur dans la flexion-extension. À quoi est due la rotation du tibia sous le fémur? Au fait que le rayon de courbure des condyles ne sont pas identiques pour le médial et le latéral,
et que les surfaces tibiales n'ont pas la même concavité en médial ou latéral. Ce qui fait que quand tu plies le truc, automatiquement, ça génère une rotation. Quand on parle de rotation automatique, c'est exactement de cela dont on est en train de parler. C'est la conformation des articulaires et des tensions ligamentaires associées qui font que, au niveau dorsolombaire, inclinaison est associée à rotation contralatérale. Au niveau cervical, pour les vertèbres types, c'est-à-dire à partir de C3 jusqu'à C7, inclinaison et rotation sont homolatérales. Évidemment, pour C0, C1, c'est pas la même chose, parce que c'est des condyliennes, donc on ne peut pas parler de ça. Par contre, il y aura des glissements-enroulements. On retrouve le C0, C1, c'est un genou, c'est deux condyles. Donc c'est pareil, tu auras des rotations avec le glissement-enroulement. Et C1, C2, c'est essentiellement une trochoïde, c'est de la rotation axiale. Donc c'est deux articulations qui ne sont pas concernées par ce qu'on est en train de dire là. Par contre, à partir de l'articulation C2, C3 et jusqu'en C7, vous avez un comportement cervical qui fait que inclinaison et rotation sont homolatérales. Au niveau dorsolombaire, inclinaison et rotation sont contralatérales de manière automatique. Automatique. Rien ne m'empêche de faire une inclinaison droite et une rotation droite. On est d'accord? Ça, c'est mon mouvement volontaire. Okay. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de faire ça. Tu as le droit de faire inclinaison droite, rotation droite. Mais dans le mouvement d'inclinaison, vous avez ce premier mouvement, puis après, vous générez la rotation. Ok? Cette rotation automatique, pour le rachis dorsolombaire, retenez que c'est ce mouvement-là que l'on retrouve dans la scoliose. Dans la scoliose, vous avez, lors de l'inclinaison, une rotation contralatérale associée. C'est ce qui crée ici, par exemple, une gibbosité. Alors cette image n'est pas bonne, hein, parce qu'il vous donne une gibbosité gauche, ça n'existe quasiment pas. Hein, les scolioses dorsales sont des scolioses gauches, avec des gibbosités droites. Mais le principe, il est là. Une scoliose, c'est quoi? C'est une courbure rachidienne avec une rotation vertébrale. Donc si on va prendre une dorsale. Si une dorsale droite, c'est-à-dire le sujet a tendance à incliner vers la gauche, à ce moment-là, dans cette inclinaison gauche, voilà, ça c'est l'épineuse, ça c'est la transverse, donc je m'incline, il y a une rotation droite associée. Cette rotation droite, ça veut dire que la transverse droite va vers l'arrière. Tout le monde comprend hein, que dans une rotation droite, l'épineuse va à gauche, la transverse droite va à l'arrière. Je sais bien que ça va vous perturber. Je suis la vertèbre et voici les transverses. Vous voyez ça? Ok. Là, je fais une rotation droite. Je regarde à droite. Si tu mets un œil sur chaque transverse, et que tu dis, les transverses, regardez à droite, elles font quoi? Elles vont là-bas. Ok? Elles regardent à droite. Bien. L'épineuse qui est derrière, elle va à gauche. Vous êtes d'accord? Sauf que, transverse là, au niveau dorsal, il y a qui devant là? Il y a côte. Quand vous êtes tous en amphi, j'en prends un qui vient faire la côte avec moi. Viens faire la côte. Allez. Viens faire la côte. Viens à côté de moi. Alors, normalement, j'en mets une de chaque côté, hein, c'est ça. Voilà. Et là, je fais rotation. Quand je fais rotation, côte, elle recule avec moi, là. Et quand tu regardes le sujet de dos, tu vois quoi? Tu vois une gibbosité. Tu vois une bosse dans le dos. Donc, je dis à bosse, tu peux rentrer à ta place. Ok? La gibbosité que vous voyez, c'est quoi? Quand on dit il a une scoliose, il a une bosse dans le dos, c'est quoi cette bosse? C'est le recul des côtes associé à la rotation vertébrale. Ça marche? T'en souviens pas, la bosse? Ok. Donc, c'est ce mouvement-là. Ensuite, alors compression j'ai fait, longation axiale, mouvement automatique, rotation automatique, ok. Je vérifie ce que j'ai après, ok. Donc là, c'est pourquoi je vous ai mis ça. Ah oui, c'est une image que j'avais trouvée intéressante, qui montre un petit peu la dégradation dans le temps du disque intervertébral.
Vous voyez? Ce que vous voyez là, c'est le vieillissement d'un corps vertébral. Donc, attends, je déplace ma lucarne, voilà, ici. En haut à gauche, en A, vous avez un disque sain. D'accord? Et là, on voit ce disque, on voit qu'il est beau, il est jeune, hein, comme tous les jeunes, vous voyez, il est beau, là, il est en pleine forme, il est gonflé à bloc, hyper hydrophile, c'est super disque, quoi. Et puis tu regardes F, tu vois que le sujet, il a perdu de la hauteur. On voit bien là. Et on voit bien que dans le temps, vous avez ici des petits dégâts qui commencent à se faire. Vous avez la partie liquidienne qui tente à disparaître. Vous avez des fissures qui ont été faites au niveau du disque intervertébral. Et très intéressant, vous voyez là, cette partie osseuse qui est parfaitement rectiligne, avec le longitudinal antérieur, ici le longitudinal postérieur derrière. Regardez ici comment ça a fait. Et ça, c'est quoi? C'est l'os qui a proliféré vers l'avant. Ce qui va se passer, je vous montrerai plus tard d'autres images. Quand la hauteur du disque va diminuer, vous allez perdre en mobilité, mais également en stabilité. Eh bien, l'os réagit en proliférant un petit peu pour augmenter sa base de sustentation. Et on voit que cette surface vertébrale, eh bien, avec l'âge ici, elle augmente en réalité. Elle augmente parce que comme tu perds de la hauteur du disque, l'os s'adapte, les contraintes osseuses s'adaptent, les lignes de force se réorganisent, et en fait, tu trouves des rachis. Je les ai en photo quelque part, il y a un gars qui nous a ramené une fois toute une série de rachis qu'il avait récupérés en faisant des fouilles archéologiques, et il y avait des squelettes de rachis scoliose et des vertèbres, c'était incroyable, comment elles étaient déformées, quoi. Incroyable. Et je trouvais ça extraordinaire. Et après, j'ai vu des images IRM, c'était les mêmes, avec des gens qui n'ont absolument pas mal. Qui n'ont absolument pas mal. Et je dirais même que ce sont ces disques, ces vertèbres, qui se sont adaptés sur le plan contrainte à la disparition du disque. Tout s'est bien passé pour ces patients, ils n'ont jamais eu mal. Hein. D'accord? Donc c'est pas parce qu'on voit des images dégradées sur le plan radiologique, encore une fois, que forcément c'est l'origine de la douleur. Mais bon, vous voyez un petit peu... alors je sais plus, c'est marqué, hein, c'est des spécimens qui ont été pris, oui, au laboratoire d'anatomie UFES, c'est quoi ça? Quelqu'un sait? Ok, donc je vous ai mis les références hein, en bas, si vous voulez aller voir le site, vous verrez, il y a des trucs sympas, mais là c'était des images bien sympathiques. Bien. En résumé, parce que normalement après on passe, d'accord. En résumé, les points importants qu'il faut éventuellement retenir. Donc, vous l'avez, hein, tout ça, hein, je le sais. Hein. Le disque intervertébral participe à la formation des courbures. Donc ça, c'est une dia que vous avez, hein, vous avez le poulie, vous avez tout, et je sais comment vous apprenez. Bah ça, vous dites, ça tombe, je vais l'apprendre par cœur. Et ça, je sais réciter tous les points forts du disque intervertébral. Donc j'ai fait cette diapo pour ça, parce que je sais que vous savez apprendre par cœur. Je me dis, au moins, ils vont retenir ça. Sauf que souvent, quand si je pose cette question à l'écrit, je vous dirais quels sont les rôles du disque intervertébral, développer chacun de ces rôles. Voilà. Donc on va le faire ensemble. Participe à la formation des courbures. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes capable d'apprendre des trucs comme ça par cœur sans savoir ce que ça veut dire? Pas tout le monde, excusez-moi d'avance pour ceux qui le font bien, mais quand vous allez me dire, bah, monsieur, le disque intervertébral, il participe à la formation des courbures. Je dis, ouais, c'est-à-dire, bah, il participe à la formation des courbures, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, mais encore, bah, c'est quand même vous qui nous l'avez dit. Oui, j'ai pas dit que ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Intéressant, hein? Vous avez rien noté, là, dans votre pli, là? C'est pas marqué? Et c'est ça l'inconvénient, hein, des trucs qui sont incomplets.
Personne n'a une idée? On l'a vu, hein. C'est pas que leur forme, elle est pas tout à fait rectangulaire, elle n'est pas parfaitement rectangulaire. Ouais, Et du coup, je elle vous ai... est un petit peu plus large ou moins large en avant, en arrière, en fonction de la courbure du rachis. Absolument. On a dit que un disque intervertébral, c'était une lentille biconvexe et que les disques pouvaient être un peu plus haut en avant qu'en arrière. C'est le cas, par exemple, dans la participation à une lordose. Et ils pouvaient être un peu plus haut en arrière qu'en avant. C'est plutôt leur cas dans la participation à une syphose. En ce sens, le disque intervertébral participe à la formation des courbures. Ça marche. Ok. Représente 1/5 de la hauteur du rachis. Ouais. Si on voulait développer un petit peu ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ça, c'est la vertèbre type, pardon. Eh bien, moi, si je devais développer ça, je dirais que les disques intervertébraux ont une hauteur variable, la moindre hauteur étant le premier disque intervertébral, parce qu'il supporte le moins de contraintes, le plus épais étant le disque F5 S1. On a donc une hauteur variable de 3 à 15 mm d'épaisseur, et quand on fait le total, ça peut atteindre 1/5 de la hauteur totale du rachis. Voilà ce que ça veut dire. C'est quand même bien fait ce cours. Hein. Quand je regarde là, ouais. On a dit que c'était un moyen d'union entre les corps vertébraux. Ah bon? Comment ça? Parce qu'il est? Alors, les disques sont reliés entre les plateaux de 2 vertèbres. Moi, je comprends qu'il y a 23 disques entre 2 vertèbres. Le disque est relié entre 2 vertèbres. Est-ce qu'on pourrait parler kiné? Non, c'est un moyen d'union. Qu'est-ce que vous connaissez comme autre moyen d'union? Les ligaments. Si je vous demandais de me décrire un ligament, vous me diriez quoi? Son origine et sa terminaison. Je vous écoute. L'annulus fibrosus. Le disque intervertébral s'insère par l'annulus fibrosus au pourtour du plateau vertébral de la vertèbre sous-jacente et au plateau vertébral supérieur de la vertèbre sous-jacente. C'est parce qu'il s'insère, on a même vu un terme un peu plus technique, je ne vais pas revenir en arrière à chaque fois, hein, mais à un endroit c'est marqué l'istelle marginale. Ah, c'est ça que ça veut dire quand vous dites il est relié. D'accord? Donc j'ai compris que vous le voyez relié, j'ai compris que vous avez la bonne représentation, mais là, il faut être un peu plus précis. Que veut dire relié? Ouais, c'est pas faux, t'as raison, c'est relié, oui. Mais les ligaments de la cheville, ils relient la cheville, tu vois. Et là, ça va pas être suffisant, ça va pas être pertinent par rapport à ma question. Bien sûr que c'est juste, globalement, mais c'est pas. On attend un peu plus d'un étudiant de kiné en 2e année. Hein. Donc le disque intervertébral est un moyen d'union parce que l'annulus fibrosus s'insère sur le listelle marginal du plateau vertébral de la vertèbre inférieure, plateau vertébral inférieur de la vertèbre supérieure, et le listelle marginal du plateau vertébral supérieur de la vertèbre inférieure. Vous êtes d'accord que c'est logique, ça, on n'est pas en train de l'inventer. Mais quand on vous interroge, on attend quand même ce niveau de réponse. On n'attend pas un niveau comme ça rattache les 2 corps. Oui, c'est un bon début, mais vous êtes en train de faire des études de kiné quand même. Un joint souple dont l'épaisseur conditionne en partie l'amplitude des mouvements.
Voilà. Bah, je vous laisserai argumenter, vous n'avez rien à me dire. Moi, je vous montre l'image et puis vous avez quelque chose à me proposer? Peut-être que justement les disques intervertébraux ils sont moins épais au niveau cervical et on a plus de mobilité, et ils sont plus épais au niveau lombaire là où on aura moins de mobilité du rachis. Non. Merci hein, pour la réponse. Déjà, vous me répondez, c'est très gentil. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Si j'ai bien compris votre réponse, vous êtes en train de me dire que plus le disque est épais, moins il est mobile? C'est ça que vous voulez dire? Plus le disque est épais, moins il octroie de mobilité aux vertèbres sous- et sous-jacentes. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est pas ce qu'on dit ici. C'est pas un disque, c'est le rapport entre l'épaisseur du disque et l'épaisseur du corps vertébral. Voilà, c'est cette diapo-là, hein, la hauteur du disque par rapport à la hauteur du corps vertébral. Effectivement, est-ce que vous êtes d'accord pour, je sais plus qui c'est qui m'a répondu sur la hauteur du disque là. Je vous vois pas. C'est Pauline. Pauline. Ok. Donc pour Pauline, et pour tout le monde hein, bien sûr, mais quand même m'a posé la question. Vous avez raison d'imaginer. Je vous demande d'imaginer autre chose. Imaginez un disque très peu épais avec un corps vertébral très peu épais avec un disque énorme. Vous imaginez ces deux petits disques avec ce joint souple, parce que hydrophile, eh bien, il y aurait une capacité de mouvement absolument énorme. À l'inverse, prenez deux vertèbres géantes de cette taille-là, avec un tout petit disque. T'as très très peu de mobilité. Donc, c'est pas tellement la hauteur du disque qui nous intéresse, c'est le rapport entre la hauteur du disque et la hauteur des corps vertébraux adjacents. Ce qui fait que, quand on prend Maine ou Capelji, ils ont les mêmes conclusions, hein, ils sont dans ces rapports-là, et ils nous montrent qu'on a plus de mobilité en cervical qu'en dorsale qu'en lombaire. Ok? Donc, hein, imaginez hein, des vertèbres uniquement le corps, vous enlevez l'arc postérieur. Hein. Donc deux énormes vertèbres, un tout petit disque, ça va bouger très peu. Deux tout petits vertèbres, un énorme disque, wow, c'est ce joint souple qui donne la mobilité. Donc c'est bien le rapport entre la hauteur du disque et la hauteur des corps vertébraux qui conditionne la capacité de mobilisation ou l'importance de la mobilité. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il fallait retenir encore? C'est une chambre hydraulique sans limite nette. Ah oui, alors là, chambre hydraulique, on a compris. Au lieu de chambre hydraulique, on pourrait dire, c'est peut-être aussi une loge inextensible dans laquelle est contenu le nucleus pulposus. J'ai le droit d'écrire ça à la place. Vous pouvez le rajouter, vous. C'est vos notes perso pour vous aider à comprendre. Peut-être que d'apprendre bêtement ce truc d'année en année, ce poly qui tourne comme ça, chambre hydraulique sans limite nette, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Peut-être que c'est plus facile pour moi de comprendre que c'est un nucleus pulposus liquidien qui est contenu dans une loge inextensible. Et c'est quoi cette loge inextensible? On l'a vu tout à l'heure, c'est l'annulus fibrosus avec le plateau vertébral supérieur du haut, c'est le plateau vertébral inférieur de la vertèbre supérieure. Hein. Ceci est une loge inextensible. Et là-dedans, on a du liquide sous pression. C'est une chambre hydraulique sans limite nette. Alors, on a vu pourquoi on a dit sans limite nette. Parce qu'on a, dans la réalité, dans la physiologie, on a du mal à faire la différence entre le contenant et le contenu. Puisque de la partie la plus liquidienne centrale à la moins liquidienne périphérique, on n'a pas de limite nette. Si tu prends ton amortisseur, t'as une chemise de métal et t'as de l'huile dedans. Tu vois bien qu'il y a un contenant, un contenu. Quoi. Là, tu sais pas trop faire la différence. Extérieurement, oui, au centre, oui, puis entre les deux, c'est un peu flou. Quoi. Bon. C'est ce qui fait aussi sa spécificité. Donc, c'est une chambre hydraulique sans limite nette. Ou c'est une structure liquidienne comprise dans une loge inextensible. Cette loge inextensible, elle est précontrainte.
Donc normalement, quand on doit développer chambre hydraulique sans limite nette, je dois avoir dedans le terme précontraint. Et si j'ai le terme précontraint, quel est le terme que je dois strictement associer? Quel est le terme que je dois associer forcément à précontraint? En ce qui concerne le disque intervertébral. Hein. Qu'est-ce que vous me proposez? On l'a dit 10 fois déjà, je l'ai dit 10 fois. Si c'est précontraint, à quoi est dû l'état de précontrainte? Oui, à l'hydrophilie du disque intervertébral. C'est l'hydrophilie du disque intervertébral hein, qui est à l'origine de l'état de précontrainte. Cette hydrophilie, hein, cette masse liquidienne, qui est comprise dans une loge inextensible. C'est pourquoi c'est précontraint. Et on comprend bien que si le disque intervertébral, avec l'âge, perd ses qualités d'hydrophilie, on perd l'état de précontraint, on diminue l'état d'amortisseur, etc., etc. Donc il faut que vous compreniez ce que c'est que ce disque intervertébral. Alors, après, apprendre ça par cœur, encore une fois, c'est bien, mais s'il n'y a pas de sens derrière, de sens kiné, hein, ça n'a aucun sens. Et donc, c'est un amortisseur et un répartiteur de pression. Les deux derniers items, la chambre hydraulique et amortisseur, peuvent aller ensemble. Ils peuvent se justifier l'un l'autre. Et puis, j'ai mis en rouge auto-stabilisation, ça va avec. Et là, tous les ans, je m'arrête là, je dis, qu'est-ce que vous voulez rajouter d'autre? Dans tout ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous ajouteriez qui vous semble là un peu pertinent à propos du disque intervertébral? D'ailleurs, peut-être dans votre Renéo, là, il y a d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y a d'ajouté éventuellement? Je suis en train de regarder la zone conversée, là, donc je vois rôle d'amortisseur, hydraulique, ouais. Est-ce que vous avez envie d'ajouter autre chose? Ah, oui, on pourrait rappeler que le disque n'est pas réellement avasculaire et non innervé. Histoire d'aller revoir de quoi on parle quand on parle d'innervation, de vascularisation ou de nutrition du disque intervertébral. Par exemple, à une question qui est « Parlez-moi de la nutrition du disque intervertébral », forcément, vous ne pouvez pas répondre, simplement, il n'est pas vascularisé. Vous pouvez répondre que le disque intervertébral est composé de substances fondamentales, hein, cette partie liquidienne du nucleus pulposus, qu'elle migre en permanence entre l'espace annulus fibrosus et la perfusion des plateaux vertébraux où il récolte les nutriments pour son état trophique. Et qu'il peut y avoir partiellement un apport vasculaire, notamment en périphérie, de par la microvascularisation liée à l'insertion ligamentaire, et dans le temps, le phénomène de cicatrisation des fissures qui peut apporter une néovascularisation. Ah bah là, je me dis, putain, mais j'ai des mecs intelligents, forcément, là. Ils ont compris le truc, quoi. Ouais. Ça, je sais pas si c'est dans votre Renéo. Mais voilà. Si vous voulez le faire évoluer, il y a des choses intéressantes à mettre dedans. Et le niveau que vous devez avoir pour le disque intervertébral, c'est ce que je suis en train de vous proposer. C'est pas de retenir au bout de 4 ans, bah, ah oui, le disque, c'est la bille avec l'anneau, là. Wow. Là, j'ai l'impression de discuter avec ma concierge. Elle est très sympa. Hein. Là, je vous dis ça, mais j'ai pas de concierge en plus, hein, d'accord? Donc, voilà. Je vais dire quoi? Ma voisine. Ouais, ma voisine. Ma voisine, elle est enseignante. Elle dit, oh, toi qui es dans la partie, tu peux m'expliquer? Je dis, ouais, bah, tu sais, t'as une bille avec un petit anneau, puis la bille, elle bouge quand tu te penches en avant, quoi. Puis quand tu te penches au fort, la bille, bah, tu vois, elle pousse sur l'anneau, puis ça le pète, ça s'appelle une hernie. Je peux lui dire ça à ma voisine. Et vous n'allez jamais me raconter ça. Hein. Celui qui me raconte ça, il a la note de la voisine. Hein. Ok, bon, on a parlé de plein d'autres choses. Il faut que vous donniez des éléments de base. Tout ce que je vous explique là, c'est pour aller au-delà du fonctionnement bille, anneau, je me penche en avant, la bille se déplace. Quoi. On a parlé,
c'est très important de bien comprendre. Essayez de passer un petit peu de temps dessus. Vous avez le Ronéo, relisez-le. Prenez les notes que vous avez prises aujourd'hui, retransformez ça pour votre apprentissage, pour votre propre mémoire. Et voilà. Le Ronéo, il doit vous servir de support que vous alimentez avec ce que vous voulez bien retenir aujourd'hui et qui seront vos notes perso. Mais le Ronéo de base, il est pauvre. Il est pauvre. Et si, pour vous, il suffit d'apprendre ces 7 points par cœur, tu dis, ouais, il est sympa quand il nous a fait un cours, trop bien. Il nous parle pendant 2 heures, tout ça pour nous dire qu'il n'y avait qu'une diapo à prendre, c'est celle-là, quoi. Tu vois? Moi, je fais cette diapo, là on n'a pas le temps, normalement je le fais en amphi, et on fait un brainstorming, chacun me balance des trucs, on les regroupe, et on regarde si on a des trucs à ajouter dedans. Et voilà, c'est les points forts à retenir. Pas retenir que la phrase, retenir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça veut dire formation des courbures? Qu'est-ce que ça veut dire moyen d'union? Qu'est-ce que ça veut dire joint souple dont l'épaisseur conditionne en partie l'amplitude des mouvements? Qu'est-ce que ça veut dire chambre hydraulique? Qu'est-ce que ça implique? Il y a tout ça derrière. Voilà. Je sais pas, prochain cours, c'est quoi la suite? Ah bah ce sera les articulaires. Voilà. Ok? Bien, j'arrête le partage, il est quelle heure? Ah oui, quand même. Nous avons quand même 45 personnes. Vous voyez? Ça, c'est toujours impressionnant. Ça veut dire que les 45 autres, à peu près, hein, ils vont bosser sur le Ronéo. Vous voyez? Moi, je trouve ça dramatique. Voilà. Je vais bosser sur ça suffit, hein, le Ronéo, il est bien fait, il y a l'essentiel dedans. Enfin, chacun fait ce qui lui plaît, hein. On est d'accord? Sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, on se libère tous, il est 18h passé, ouais. C'est bon pour vous? Pas de dernière question, ok. Eh bien, un de ces jours, je sais pas quand. Pour certains en TD, il y a un cours la semaine prochaine, vous savez? On a cours vendredi. Ce vendredi, là? Oui. Après-midi. Ok, bah, à vendredi. À vendredi. Au revoir.